Je vais te raconter le moment précis où ma vie a basculé 2 fois dans la même journée. La première fois, c'est quand j'ai enterré l'homme que j'aimais depuis toute une vie. La seconde, c'est quand ma propre fille m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que je ne comptais plus pour rien. Reste avec moi jusqu'au bout, parce que ce que je croyais être la fin s'est révélé être le début d'un plan que Victor, mon mari, avait préparé en silence pour nous sauver toutes les deux. Nous revenions du cimetière de Lyon. Il avait plu toute la matinée, une pluie fine et obstinée qui s'accroche aux vêtements comme un souvenir. Mon manteau noir pesait lourd, mes pas résonnèrent dans l'entrée, et la maison sentait encore la cire et les lys de la veille. J'ai posé mon sac, j'ai retiré mes gants avec lenteur. Rebecca était déjà là, debout au milieu du salon, les joues sèches, le regard trop brillant pour un jour de deuil. Dans ses mains, elle brandissait le testament, comme un drapeau planté sur un territoire conquis. « C'est à moi, tout est à moi », a-t-elle lancé, la voix nette, sans un frémissement. La maison, les comptes, les biens, la mémoire même si je veux, tu ne décideras plus de rien ici. Je l'ai regardée, stupéfaite, le cœur battant dans mes tempes. La même enfant que j'avais portée contre ma poitrine se tenait là, étrangère, presque dure. « Rebecca, ai-je murmuré, nous rentrons du cimetière. Tu peux au moins… » Elle a levé la main pour m'interrompre. « Tu as vécu sur l'argent de papa. Cette époque est finie. Tu as 24 heures. Pars. » Au bout de la pièce, maître Laurent Ricard, notre notaire, tout sauta doucement. Il avait lu le testament le matin même, avec ce ton posé qui ne laisse rien dépasser. Pourtant, dans ses yeux, il y avait autre chose, une réserve, une information qui n'avait pas encore trouvé son moment. « Avez-vous lu le codicille jusqu'au bout, Rebecca » a-t-il demandé, sans insister. Elle a haussé les épaules, agacée. « Ce qui m'intéresse est déjà clair. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. J'ai senti le monde glisser d'1 millimètre, comme une assiette qui se décale sur la table. J'ai remis mes gants. J'ai saisi mon sac. La porte a claqué derrière moi, et l'air de la rue m'a frappé, humide, froid. Lyon avait cette lumière grise des jours où l'on ne sait plus quelle heure il est. La pluie, toujours la même, perlait sur mes cheveux. Je me suis avancée jusqu'au trottoir, un pas après l'autre, pour ne pas tomber. La voiture de maître Ricard s'est arrêtée près de moi. La vitre s'est baissée, sa voix m'a appelé par mon prénom. « Montez, s'il vous plaît. » J'ai obéi, sans discuter. L'habitacle sentait le cuir et le papier. Nous avons roulé quelques rues en silence, le temps que je reprenne mon souffle. Enfin, il a parlé. Pas comme un juriste, comme un témoin lucide. « Élise, Victor a pensé à des choses que personne n'aurait imaginées. Le testament que vous avez entendu ce matin est exact, mais il existe un codicille, rédigé avec précision, qui repose sur une condition. Victor savait que le deuil révèle le vrai visage. Il a prévu une clause enregistrée, une preuve qui protège la veuve si la cruauté se manifeste. » Le mot cruauté a traversé l'habitacle comme un courant d'air. Je l'ai senti me frôler la peau. Il a posé un petit appareil sur la console, un enregistreur. Je ne vous montrerai rien avant de vous expliquer, mais sachez que la scène de tout à l'heure n'a pas disparu dans la pluie. Mon estomac s'est serré. Entre la honte et la gratitude, je ne savais plus où me mettre. Victor, il savait. Ma voix est sortie presque enfantine. Victor avait compris, a répondu maître Ricard. Il n'a pas voulu vous alarmer. Il a construit une protection, patiente et légale. Le codicille peut renverser la distribution si certaines limites sont franchies. Je me suis tournée vers la vitre. Les quais du Rhône défilaient, lavés par l'eau. Dans ce miroir mouvant, j'ai vu mon reflet, une femme en deuil, vide et pourtant debout. Que dois-je faire ? Maître Ricard a marqué une pause. D'abord, respirer. Ensuite, m'écouter sans précipitation. Je vais tout vous détailler. Mais sachez une chose simple. Victor n'a pas écrit contre votre fille. Il a écrit pour vous deux, pour que la justice se mêle à l'amour et que la vérité ait le temps d'apparaître. Je n'ai rien répondu. J'ai laissé mes larmes couler en silence. Dehors, Lyon continuait à vivre.
Dedans, une porte s'ouvrait que je n'avais pas vue. Ce que Rebecca croyait gagner en un jour, elle était sur le point de le perdre en un seul geste. Et moi, ce que je pensais avoir perdu à jamais, j'allais le retrouver d'une manière que je n'aurais jamais osé imaginer. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville ou pays vous nous regardez. Nous aimons beaucoup savoir jusqu'où nos histoires voyagent. Le cabinet de Maître Ricard se trouvait sur le quai, face au fleuve. Je m'y étais rendue autrefois avec Victor, toujours dans des moments calmes, des décisions longues et mûries. Cette fois, j'y entrais comme une femme dépossédée, encore trempée par la pluie et par l'incrédulité. Il m'a invité à m'asseoir. Il a fermé la porte derrière nous. Puis, il a veillé à ce que personne n'interrompe notre entretien. Son regard avait quitté la neutralité professionnelle. Il s'était fait grave, prudent, presque protecteur. Il a disposé plusieurs dossiers sur la table, certains que je reconnaissais, d'autres que je n'avais jamais vus. Je vais vous expliquer pas à pas. Votre mari a rédigé un codicille très particulier, annexé au testament, mais placé sous conditions résolutoires. Je l'écoutais sans respirer. Autrement dit, si l'héritière principale se montre coupable d'une cruauté manifeste envers vous pendant la période de deuil, l'attribution bascule automatiquement et vous revient. Ce n'est pas symbolique, c'est juridiquement verrouillé. Il a pris un enregistreur identique à celui de la voiture, plus compact cette fois. Et pour que cette clause soit recevable, Victor a insisté pour que chaque condition soit documentée. Il savait que les mots s'évanouissent, mais que les preuves demeurent. Il a enclenché la lecture. J'ai entendu ma propre voix, faible, puis la sienne, puis celle de Rebecca. Son ton sec, ses phrases tranchantes, ses injures déguisées, jusqu'à la phrase qui a traversé le jour comme un couteau. Tu n'es plus rien ici. Tu pars. Aujourd'hui. Je n'aurais jamais imaginé qu'un cœur puisse se fissurer une deuxième fois à si petite distance de la première. J'ai fermé les yeux. Le notaire a laissé le silence retomber, ni complaisant, ni dur, simplement juste. Cette preuve seule suffirait déjà. Mais Victor ne s'est pas contenté d'une éventualité. Il a prévu un dispositif complet. Il a ouvert un autre dossier, au papier plus épais. Il y a des comptes dont votre fille n'a jamais entendu parler, des placements qui ne figurent pas dans la version lue publiquement. Ils sont à votre nom de jeune fille, Élise Morel, et protégés par des clauses de confidentialité bancaire. Je l'ai regardé, incrédule. Mon nom de jeune fille. Pourquoi? Maître Ricard m'a répondu avec cette lenteur prudente des hommes qui savent qu'un mot de trop peut ébranler un barrage intérieur. Parce que Victor voulait que, si tout basculait, vous puissiez repartir d'un point où vous existiez encore sans dépendre de personne. Il ne vous voyait pas comme une héritière, mais comme une fondatrice possible. Il m'a tendu un relevé bancaire scellé. BNP Paribas, agence Bellecour. Les comptes sont actifs, intacts et juridiquement inaccessibles à Rebecca. Ils ont été consolidés depuis plus de 10 ans. 10 ans. Victor avait commencé à préparer cette protection bien avant sa maladie. Non pas par méfiance envers moi, mais par lucidité envers la dureté qui grandissait chez notre fille. Je l'ai sentie comme une gifle silencieuse, puis comme une caresse posthume. Victor m'a aussi laissé des instructions précises, Élise. La première étape était de vous laisser entendre le testament officiel. La seconde, de vous laisser constater par vous-même jusqu'où Rebecca irait. Il fallait qu'elle révèle son propre visage, de son plein gré, sans confrontation. Je restais immobile. Et maintenant? Maintenant, vous attendez, vous restez discrète. Vous ne la contredisez pas. Vous la laissez agir. Elle fera le travail toute seule. Elle croit avoir gagné. Elle croit que vous n'avez plus rien. C'est exactement ce que Victor avait prévu. Il a déplacé un dernier document vers moi. Ce n'était pas un relevé, ni un testament. C'était une lettre à mon nom, écrite de la main de Victor. Je n'ai pas encore osé l'ouvrir. Je sentais que cette lettre n'était pas destinée à ma douleur immédiate, mais au moment où ma voix intérieure retrouverait sa hauteur. « Votre mari n'a pas construit ce plan contre Rebecca », ajouta Maître Ricard d'un ton bas. « Il l'a construit pour lui laisser une dernière chance d'être sauvée. Mais cette chance ne naîtra que lorsqu'elle croira avoir pris tout et qu'elle découvrira soudain qu'elle ne possède rien d'essentiel. »
Je suis restée longuement silencieuse, les doigts posés sur l'enveloppe. Entre la justice et la blessure, je sentais déjà la responsabilité. Ce jour-là, j'ai compris une chose terrible et lumineuse à la fois. Victor n'avait pas essayé de protéger son patrimoine. Il avait essayé de protéger notre fille contre elle-même. Je n'étais pas la veuve dépossédée que Rebecca croyait avoir chassée. J'étais l'équation qu'elle n'avait pas vue venir, et l'histoire ne faisait que commencer. Je me suis installée dans un petit hôtel discret près de la gare, un de ces lieux sans prétention où personne ne pose de questions et où l'on peut disparaître aux yeux du monde sans vraiment quitter la ville. Ce fut mon observatoire silencieux. De cette chambre modeste, je regardais mon ancienne vie continuer à exister sans moi, comme si j'étais devenue un fantôme qui veille depuis l'ombre. Maître Ricard m'envoyait des mises à jour régulières, toujours factuelles, toujours sobres. 3 jours seulement après mon départ forcé, la première nouvelle est tombée. Rebecca avait congédié Claudine, qui travaillait avec nous depuis 15 ans, et Angélique, qui avait pratiquement vu notre fille grandir. Elle leur avait donné 1 semaine de salaire et les avait fait raccompagner jusqu'au portail par un agent de sécurité, comme si elles menacèrent quelque chose. Je n'aurais jamais imaginé voir notre maison se vider ainsi de sa mémoire humaine. Puis, elle s'est attaquée à ce qui avait toujours été la fierté silencieuse de Victor, nos engagements au cercle philanthropique de Lyon. Sans même prévenir le conseil, elle a annulé toutes les promesses de dons, y compris celles qui soutenaient un programme pour jeunes en décrochage scolaire. Elle a déclaré sans frémir que la générosité naïve appartenait à une époque révolue. C'était comme si elle coupait les racines d'un arbre encore vivant, persuadée que la beauté venait seulement des branches visibles. Lorsque Maître Ricard m'a raconté cela, j'ai ressenti physiquement un froid sous ma peau. Non pas celui de la pluie ou du deuil, mais celui d'un cœur qu'on voit se durcir sans retour. Du moins, le croyais-je. Les jours suivants, les photos ont commencé à circuler. On la voyait sur la presqu'île, dans les boutiques les plus chères, chargée de sacs, entourée de femmes dont je ne connaissais pas le nom, mais dont je reconnaissais aussitôt l'odeur, l'opportunisme, le vide tapissé de sourires. Montres hors de prix, robes encore étiquetées, soirées privées où l'on ne parle jamais d'avenir, seulement de possession immédiate. Elle dépensait comme si l'argent avait pris feu dans ses mains et qu'il fallait l'achever avant qu'il ne la brûle. Puis il y a eu la vidéo. Maître Ricard me l'a montrée un matin, sur l'écran de son ordinateur. Une réception caritative organisée en mémoire de Victor. Les invités étaient debout, silencieux, émus. On s'attendait à un mot d'hommage, un remerciement, un signe de continuité. Rebecca est montée sur l'estrade. Elle a pris le micro. Et au lieu de saluer la mémoire de son père, elle a annoncé l'arrêt total des financements, d'un ton sec, presque moqueur. La charité n'est pas une vocation, faisait-elle mine de plaisanter. C'est une perte de temps pour les gens sérieux. Il y a eu un silence glacial dans la salle. Dans le regard des habitués du cercle, je pouvais lire un mélange de sidération, de dégoût et de chagrin. Le désastre humain avait commencé. Et pourtant, elle se croyait au sommet. Mais la hauteur mensongère n'est qu'un tremplin pour la chute. Celle-ci est arrivée plus tôt que prévu. 3 semaines après s'être proclamée reine de tout, elle a rencontré ce qu'elle croyait être de nouveaux investisseurs. Des partenaires visionnaires, disait-elle, persuadés qu'ils l'introduiraient dans un cercle d'affaires international. Ils étaient élégants, serviables, charmeurs. Elle leur a fait confiance comme on se livre à un miroir flatteur. Ils lui ont parlé d'art, de rendement rapide, de placement discret, d'opportunités rares. Elle a signé. Elle n'a rien vérifié. Et puis, un matin, il n'y avait plus personne, plus de contact, plus de compte, plus de promesses, juste un trou béant de 50 millions d'euros. Le soir même, mon téléphone a sonné. Je n'ai pas reconnu sa voix au début. Elle n'avait plus cette dureté arrogante, elle n'avait plus non plus cette hauteur glacée. C'était une voix creuse, une voix qui vacille. « Maman !» Juste ce mot-là. Rien que ce mot-là suffisait à comprendre que tout son monde venait de s'effondrer. Je me suis assise sur le lit étroit de ma chambre d'hôtel. Le froid de la fenêtre se reflétait dans mes épaules. Elle respirait vite. « Il faut que je vous parle, s'il vous plaît. Je ne sais plus quoi faire. » Sa chute venait de commencer.
Et pour la première fois depuis des semaines, elle pensait à moi non comme à une menace, mais comme à un refuge. La nouvelle est tombée une semaine après le coup de 50 millions d'euros. Toutes les lignes de la succession officielle avaient été placées en audit temporaire. Les comptes étaient gelés jusqu'à vérification complète des mouvements. En apparence, c'était une procédure bancaire classique. En réalité, c'était le premier choc frontal entre son ancienne vie et la gravité de ses actes. Pour la première fois, Rebecca se trouvait face à une réalité qui ne s'inclinait pas devant sa volonté. C'est là qu'elle a découvert quelque chose que Victor avait toujours assumé pour nous deux, le coût réel de vivre dans le confort. L'entretien de la maison, les impôts fonciers, le personnel, les abonnements, l'assurance, la sécurité, l'essence, le chauffage, tout. En quelques jours, elle s'est retrouvée avec un chiffre effrayant entre les mains. Les dépenses fixes dépassaient largement ce qu'un salaire ordinaire pouvait couvrir. Et soudain, la vérité devint brutale. Sans argent fluide, l'apparence s'effondre. Je ne suis pas intervenue. Je n'ai pas offert de solution. Je me suis contentée d'observer, à distance, comme Victor me l'avait demandé. À la place de la colère, une forme de lente lucidité commençait à naître. La première fois qu'elle m'a parlé d'un ton réellement humain, ce fut au téléphone, d'une voix fatiguée. « Maman, je dois trouver un travail. » Elle, qui se croyait née pour diriger, a découvert qu'il fallait d'abord apprendre à tenir debout. Au bout de 2 semaines de tentatives maladroites et de refus successifs, elle a été embauchée à temps partiel dans une boutique de prêt-à-porter près de la rue Édouard Herriot. Pas dans un bureau prestigieux, pas dans un siège social, mais derrière un comptoir, au milieu des cabines d'essayage, avec un badge comportant seulement son prénom. Là, l'élégance ne comptait plus. Il fallait écouter, ranger, conseiller, supporter, et surtout rester debout toute la journée. Au début, elle rentrait épuisée, talons remplacés par chaussures plates, cheveux tirés rapidement, rides de fatigue là où autrefois brillaient des certitudes. Elle découvrait la lenteur nécessaire, l'effort discret, la dignité derrière la modestie. Et c'est là qu'elle a rencontré Danielle. Danielle n'était pas la plus bavarde, ni la plus imposante, mais elle était constante. Toujours à l'heure, jamais en plainte, les gestes mesurés, le regard franc. Une mère seule, 3 enfants, 2 emplois, et malgré cela, un sourire d'accueil qu'aucune richesse affectée ne peut imiter. Rebecca m'en parlait sans s'en rendre compte, comme on évoque une personne que l'on commence à admirer avant même de comprendre pourquoi. « Maman, cette femme devrait s'écrouler, mais elle reste debout. J'ignore comment elle fait. » La vie a accéléré la leçon. Un après-midi, Danielle a reçu un appel du lycée de son plus jeune fils. Un accident, une complication médicale, une opération urgente. Le devis de l'hôpital, 10 000 €, sans mutuelle couvrante, sans parents seconds pour aider. Elle s'est effondrée dans l'arrière-salle de la boutique, les mains tremblantes, incapable de même réfléchir à la façon de réunir une telle somme. Rebecca était là. Et pour la première fois de sa vie, elle ne s'est pas demandé ce que cela lui rapporterait, mais ce qu'elle pouvait réparer. Le soir même, elle a ouvert la boîte à bijoux qu'elle s'était obstinée à exhiber pendant ses semaines d'ivresse sociale. Elle a choisi une pièce, un bracelet serti de pierres fines, acheté dans un moment d'arrogance, jamais porté par affection, mais par posture. Elle l'a revendu, au comptant, sans négociation. Puis elle a tendu l'argent à Danielle, sans témoin, sans photo, sans discours. Juste un geste qui ne disait qu'une chose. « Je t'ai vu ». Danielle a éclaté en larmes. Pas des larmes humiliées, mais celles de quelqu'un qui reçoit, pour une fois, sans devoir se justifier d'exister. Rebecca m'a appelé plus tard dans la soirée. Sa voix était différente, comme si le métal de son orgueil avait enfin fissuré. « Maman, je crois que c'est la première fois de ma vie que j'ai fait quelque chose de juste. Pas pour être admirée, mais parce que c'était nécessaire. » Ce n'était pas encore la rédemption, mais c'était la première fissure par où la lumière passait. La lettre est arrivée un mardi matin, sobrement cachetée, avec le sceau d'un autre cabinet notarial. Elle était adressée à Rebecca, mais c'est moi qui en ai compris la portée avant même qu'elle ne soit ouverte. Dès qu'elle m'a appelée, fébrile, pour m'en lire le contenu,
j'ai su que nous venions d'atteindre l'étape que Victor avait prévue comme ultime révélateur. Son oncle Théodore, le jeune frère de Victor, était décédé quelques semaines plus tôt. Il avait toujours été discret, presque effacé, mais immensément loyal envers son frère. Dans sa lettre, le notaire annonçait qu'il la nommait héritière unique de son patrimoine, à une condition très particulière, ma validation écrite attestant d'un changement réel, profond et durable dans son caractère. La somme mentionnée était d'environ 75 millions d'euros. La Rebecca de 2 mois auparavant aurait sauté de joie comme une enfant en ouvrant un coffret. Celle qui se tenait devant moi, pâlie par l'épreuve et façonnée par la réalité, est restée assise longtemps, les mains jointes, sans réussir à s'approprier la nouvelle. « Il me demande votre approbation. Donc cela dépend de vous, » murmura-t-elle, comme si elle découvrait soudain que sa mère possédait entre ses mains la dernière serrure de son destin. Le lendemain, nous nous sommes retrouvés dans le bureau de maître Ricard pour une réunion exceptionnelle. Il avait déjà reçu copie de la clause, et son regard était plus scrutateur que d'habitude. Il voulait entendre, non pas ce que Rebecca disait, mais ce qu'elle était devenue. Je me suis tournée vers elle. Et si je refuse? Pas pour la piéger, pour la mesurer. Elle a dégluti lentement, puis s'est adossée au dossier de sa chaise. Il n'y avait ni colère, ni impatience, ni supersonnerie blessée, seulement une vérité nue. Si vous refusez, je continuerai quand même. Parce que je ne veux plus retourner à celle que j'étais. Je n'ai pas changé pour obtenir quelque chose. J'ai changé parce que pour la première fois, je me suis regardée sans me mentir. Aucun discours n'aurait pu être plus clair ni plus déterminant que cette phrase-là. J'ai laissé passer quelques secondes, puis j'ai posé ma main sur le dossier d'un des classeurs devant moi. Alors il est temps que tu saches toute la vérité. J'ai regardé maître Ricard, il a acquiescé. Et j'ai révélé ce que Victor avait construit dans l'ombre. Le testament officiel n'était qu'une façade juridique. Le véritable dispositif successoral protégeait d'abord la veuve. Les comptes invisibles, constitués sous mon nom de jeune fille, représentaient le noyau réel du patrimoine. Et toute la mise en scène du testament public n'avait eu qu'un but: lui donner le choix de devenir ou non la femme que son père espérait qu'elle serait un jour. Rebecca n'a pas pleuré tout de suite. D'abord, elle a cessé de respirer. On aurait dit qu'elle se découvrait minuscule face à quelque chose qui la dépassait. Il avait prévu tout cela pour me sauver, pas pour me punir. J'ai hoché la tête. Il ne se battait pas pour l'argent. Il se battait pour ton âme, et il savait qu'aucune leçon ne prend racine tant que l'on croit posséder sans avoir mérité. Elle a enfin laissé les larmes couler. Pas celles de la colère, ni celles de l'humiliation, les autres, celles qu'on verse quand on comprend que l'amour a été immense, silencieux, stratégique et patient. Alors, maman, si j'obtiens cet héritage, qu'en ferai-je? Demanda-t-elle d'une voix douce. Je l'ai regardée, sans répondre, parce que la réponse devait venir d'elle, pas de moi. Elle a respiré profondément. Je continuerai ce que j'ai commencé. Je réparerai. Je rendrai. Je reconstruirai. Et je ferai du bien avec ce que je n'ai pas su honorer quand j'étais aveuglée. Ce fut le premier instant où j'ai vu dans ses yeux non pas une héritière, mais une femme en devenir. Ce n'était plus une question d'argent. C'était une question de dignité retrouvée. L'épreuve finale venait de commencer. Et cette fois, Rebecca ne la subissait pas. Elle la méritait. Ce jour-là, dans le bureau de maître Ricard, nous avons signé non pas un simple document financier, mais une architecture de responsabilité. L'héritage ne serait plus un pouvoir concentré, mais une mission partagée. La structure conjointe que nous avons adoptée exigeait que chaque décision majeure soit validée par nous deux, et qu'une part significative des fonds soit destinée de manière permanente à des actions philanthropiques. Bourses d'études, programmes de formation professionnelle, soutien aux mères isolées, accompagnement d'associations locales, restauration de la dignité là où elle avait été effacée. Rebecca n'a pas seulement accepté ces clauses, elle les a revendiquées. Dès le lendemain, elle est venue me chercher très tôt le matin. Ses mains tremblaient, mais sa voix était ferme. « Maman, je veux aller voir Célestin. Cela doit commencer par lui. »
Ce n'était pas une obligation juridique, c'était une réparation morale. Lorsque nous sommes arrivés devant sa petite maison, elle n'a pas hésité. Elle a frappé, elle a baissé les yeux, et elle a reconnu ce qu'autrefois son orgueil lui interdisait même de penser. « Je vous ai humilié, je vous ai chassé comme si vous ne comptiez pas. Vous avez pris soin de notre foyer plus que moi-même, et je vous ai traité comme si vous étiez interchangeables. Je voudrais vous demander pardon. Et si vous l'acceptez, j'aimerais vous confier non pas un jardin, mais un projet. Un espace vivant où d'autres puissent apprendre ce que vous savez. » Célestin a eu les larmes aux yeux. Pas de colère, de soulagement. Ce fut, pour Rebecca, le premier geste de restitution authentique. Ce n'était qu'un commencement. Plus tard, Maître Ricard nous a conduites au coffre que Victor avait gardé secret. Le métal froid de la serrure a résonné comme une ouverture symbolique. À l'intérieur, il n'y avait pas seulement des documents bancaires. Il y avait des lettres, des dizaines de lettres, écrites de sa main, datées, numérotées, destinées à des moments précis de notre cheminement. Pas pour nous diriger, mais pour nous éclairer. Certaines contenaient des remerciements adressés à des associations qu'il avait soutenues anonymement. D'autres détaillaient la vision qu'il avait pour les années à venir. Maison refuge, programme de santé, fonds de microcrédit, éducation solidaire, agriculture durable, renaissance des foyers dévastés par l'isolement. Au total, près de 650 millions d'euros placés sous engagement moral, patiemment construits, discrètement amplifiés et désormais confiés à nous deux. Je me suis assise sur le banc du coffre, les lettres contre moi. J'ai senti Victor partout, dans la prudence, dans la confiance, mais surtout dans l'espérance. Il ne nous avait pas laissé une fortune. Il nous avait laissé une route. Rebecca a lu la dernière lettre à voix haute. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, toutes les deux, c'est que vous avez choisi l'amour au lieu de l'orgueil, la lucidité au lieu du pouvoir, et l'héritage du cœur plutôt que celui du prestige. L'important n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous élevez. Sauver quelqu'un, ce n'est pas lui donner de l'argent, c'est lui rendre la place qu'il croyait avoir perdue parmi les vivants. J'ai fermé les yeux. Je n'étais plus seulement la femme qu'on avait expulsée. Je n'étais plus seulement la veuve protégée. J'étais, de nouveau, une mère. Et elle, de nouveau, ma fille. Nous sommes ressortis du coffre tête haute, mais humblement. Il ne s'agissait plus de reprendre ce qui nous appartenait. Il s'agissait désormais de le transmettre, de le faire fructifier pour d'autres, comme Victor l'avait silencieusement fait pour nous. Rebecca m'a regardé longuement avant de monter en voiture. « Maman, je ne veux plus être riche, je veux être utile. » J'ai compris alors que la mission de Victor avait abouti. Il avait sauvé sa fille non pas en lui donnant quelque chose, mais en lui apprenant pour qui elle devait vivre. Si cette histoire a touché votre cœur, répondez ici dans les commentaires. À ma place, qu'auriez-vous fait? N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran. Elle apporte un rebondissement surprenant et émouvant qui vous captivera du début à la fin.